Et salut les rôlistes, aujourd'hui je vous propose un retour d'expérience sur la campagne Aria, une campagne de jeu de rôle constituée de deux ouvrages, La Couronne, le Sceptre et l'Orbe, ainsi que La Guerre des deux Royaumes, une campagne de jeu de rôle qui a été créée par Fibre Tigre et qui reprend les saisons 1 à 3 de l'actuel play Game of Rolls, une campagne de jeu de rôle qui a été éditée par Eldercraft. J'ai eu le plaisir de pouvoir mener cette partie sur une période un petit peu compliquée, d'environ 2 ans, début 2021 à début 2023, avec un groupe de 5 amis, principalement en présentiel. Ça fait donc déjà 1 an que cette campagne est terminée. J'ai commencé la préparation de cette vidéo en avril 2023, mais je n'ai pas trouvé le temps de la finaliser, de la tourner et de la publier avant début 2024. Je fais cette vidéo pour présenter mon approche de la campagne, les problèmes que j'ai pu rencontrer, les modifications que j'ai pu y apporter, les différents choix et événements qu'il y a pu y avoir par rapport à l'actuel play officiel. J'espère que cette vidéo sera utile à tous les MJ qui souhaitent préparer des campagnes longues, qui s'intéressent à cette campagne spécifique et à tous les différents choix et événements qu'il y a pu avoir par rapport à l'actuel play officiel. Euh, J'espère que ce sera aussi utile. La première partie de cette vidéo se fera sans spoil, mais sur la seconde partie, je conseille aux joueurs et aux joueuses de cette campagne de passer leur chemin pour ne pas se faire spoiler l'entièreté de la campagne. Donc tout d'abord, il faut savoir que j'ai fait une création de personnages simplifiés, retravaillés. Vous pouvez voir une vidéo que j'avais fait il y a sûrement 2 ou 3 ans sur mon hack des règles de Aria et comment j'ai retravaillé la création de personnages pour qu'elle me convienne mieux. J'ai proposé à chacun de mes joueurs d'incarner différents archétypes avec différentes règles spéciales et j'ai essayé tout d'abord de leur présenter les quêtes de l'actual play officiel, puisque ce sont les quêtes qui sont le plus développées dans les livres qui ont été édités par Eldercraft. Donc j'avais 5 joueurs, ce qui voulait dire 5 personnages joueurs et 5 quêtes, alors qu'il n'y a que 4 quêtes principales développées dans l'actual play, ceux de Atlan l'héritier, Niklas l'alchimiste, Keitra la gladiatrice et Clodomir le mage illicite. Donc après rapide présentation de toutes les possibilités, la plupart de mes joueurs, heureusement parce que sinon ça demande quand même plus de travail, se sont arrêtés sur des archétypes que j'ai facilement pu recoller à une quête principale. Et pour ma 5e joueuse, vous allez le voir, j'ai trouvé une bonne idée qui s'est bien intégrée à la campagne. Donc tout d'abord, en premier personnage, on a Sacre al-Hadi, un puissant gladiateur sur la fin de sa carrière qui va reprendre la quête de Keitra. Il est à la recherche de sa fille perdue plutôt que de sa sœur perdue. Et donc Sacre, vous allez pouvoir le voir, il a énormément de force, énormément d'endurance, des stats très élevés notamment pour le combat, et il a un pouvoir spécial, le pouvoir du réflexe protecteur à 60%. Donc en fait, dès qu'un allié pas loin de lui se fait attaquer, il peut utiliser réflexe protecteur. S'il réussit son test, il fait en sorte que l'allié ignore les dégâts subis. S'il rate son test, son allié va aussi ignorer les dégâts, mais c'est Sacre qui va prendre les dégâts à la place de son allié. Ensuite, en deuxième personnage, on a Chandra Chandor, une magicienne d'Aria illicite qui a environ la quarantaine d'années, qui se fait passer pour une barde connue, donc son nom de scène c'est Chandor, et elle a d'ailleurs maxé une compétence spéciale qu'on a créée pour l'occasion qui s'appelle Représentation, qui est la compétence qui va permettre de faire des spectacles. Elle est non seulement la disciple, mais aussi l'amante de Mélanda, un PNJ très important de la campagne, qui l'a pris sous son aile il y a une vingtaine d'années, lorsque le premier maître de Chandra s'est fait repérer et a été chassé par des miséricordieux. Les objectifs de Chandra, en début de campagne, sont de terminer sa caravane de l'éveil, comme Clodomir, et aussi d'obtenir des informations sur ce qui est devenu son ancien maître. En effet, elle ne sait pas s'il est mort ou vivant et où est-ce qu'il peut être retenu. Donc vous allez pouvoir voir que Chandra, elle a maxé vraiment le charisme et l'intelligence, et elle a des stats très élevées dans tout ce qui va être mentir, convaincre et perception, des choses comme ça. Et donc ses pouvoirs spéciaux, c'est bien entendu une magicienne d'Aria, et je lui ai autorisé d'avoir la compétence modélisation à 60%. Ça lui a coûté des choses, c'était quelque chose qu'elle savait que ces pourcentages, elle les a pas mis autre part. Mais c'était pour qu'elle puisse plus facilement affiner sa magie, puisque je considère vraiment que quand il n'y a pas modélisation, la magie va être difficile à contrôler, et modélisation va être ce qui va te permettre de faire des choses un petit peu plus fines avec la magie d'Aria. Troisième personnage, nous avons Anton von Niklas. Une anecdote rigolote, le joueur a décidé du nom de famille, von Niklas, sans savoir que le PJ
qui avait la même quête s'appelait Niklas, avait le prénom de Niklas dans la campagne, donc ça m'a bien fait rire. Et Anton von Niklas, il a un background très similaire au Niklas de l'actuel play. Je lui ai proposé un petit peu le fait qu'il soit étudiant, qu'il ait été viré par l'étude de magie, qu'il soit en quête du sceptre, etc. Ça a tout à fait plu comme concept à mon joueur, et donc on n'a pas cherché plus loin. Et vous pouvez voir que Anton, il est tout à fait dans les réflexes, dans la dextérité, dans l'intelligence. Et donc lui, c'est un alchimiste de Kniga. Il a identifié une substance à 40% et il peut fabriquer des potions d'Ingramus et des passe-murailles de Karlov. Ensuite, quatrième personnage proche de l'actuel play, même si ma joueuse ne le savait pas, c'est Ekilia Lako, une amie des animaux qui peut leur parler et les dresser. Donc son pouvoir spécial, c'est de parler aux animaux à 50%, mais en plus de ça, elle a un dressage chevauché dressé à 90%. Donc on se rend compte tout de suite qu'elle va essayer d'exploiter les animaux le plus possible, mais c'est aussi une roublarde. Elle va avoir des compétences de vol, de discrétion, etc. Elle était ok pour ne pas connaître son passé, pour jouer un personnage amnésique et n'avoir aucune accroche en début de partie. Et on considère qu'elle a en gros un trou de mémoire il y a 10 ans et que pendant 10 ans elle a erré, volé et survécu tant bien que mal. Donc ma joueuse n'était pas du tout au courant, mais son PJ faisait un parfait archétype, une parfaite copie de la quête d'Atlan, à savoir la quête de l'héritier. Donc c'était jusque-là, comme vous pouvez le noter, j'ai 4 personnages où j'ai réussi à les diriger vers les quêtes, même si j'ai fait quelques petites modifications, notamment pour Sacre Aladi qui cherche sa fille plutôt que sa sœur, Chandra Chandor qui est non seulement l'apprenti mais aussi l'amante de Mélanda, etc., etc. Et donc j'ai une cinquième joueuse. Cette cinquième joueuse, elle voulait jouer un personnage orienté soins et nature. Et donc je lui ai proposé d'incarner une grand-mère herboriste à la recherche de ses petits-enfants. J'ai décidé qu'elle avait eu pas mal d'enfants, que ses enfants avaient eu pas mal de petits-enfants, qu'ils avaient tous déménagé durant sa longue vie. Donc Gersand Grec, il faut se dire qu'elle a 80 ou 90 ans. Et on a décidé avec la joueuse, en début de campagne ou avant le début de la campagne, de réaliser ensemble un arbre généalogique. Donc elle m'a créé un petit arbre généalogique incomplet avec les infos que elle avait, et moi je l'ai complété de mon côté sans qu'elle le sache. Donc cet arbre généalogique, il commence avec elle, et ensuite il y a des enfants, des mariages, des petits-enfants, etc. Et la grande quête personnelle de Gersand Grec, c'était de voyager à travers le monde, retrouver tous ses petits-enfants un par un, et leur léguer un peu de sa sagesse et de son savoir. Donc l'objectif, il n'y avait pas vraiment de récompense, mais l'objectif c'était que chaque fois qu'elle arrivait à en retrouver un, elle est un peu une anecdote ou quelque chose à léguer à ce petit enfant, que ce soit matériel ou plus spirituel. Et donc pour représenter le fait que Gersand Grec soit très vieille, on a créé la compétence spéciale, qui est une compétence négative, à mon arthrose, une compétence à 20%. À chaque fois que Gersand Grec essaye de faire quelque chose de physique qui est un petit peu difficile, que ce soit l'escalade, sauter au-dessus d'un muret, courir pour échapper à des ennemis, etc., elle devait faire un jet, et si elle fait 81 ou plus, c'est-à-dire il y a 20% de chance d'échec, eh bien ça se passe mal pour elle, et elle est bloquée sur place à cause de son arthrose. Pour compenser ça, elle a un pouvoir, malgré elle a très peu de points de vie du fait de son endurance très faible. Mais donc pour compenser ça, elle a un pouvoir assez puissant qui ne demande pas de jet, qui s'appelle Insignifiance Salvatrice, et qui fait qu'elle sera toujours la dernière à être ciblée par des ennemis qui attaqueraient leur groupe. Et donc elle est très forte en herboristerie, c'est-à-dire en connaissance de la nature, en soigner. Et dans la campagne, j'ai même décidé à un moment d'annuler ses compétences connaissance de la nature et soigner. Et en fait, j'ai créé une compétence pour elle qui s'appelle herboristerie, qu'elle avait à 90%. Et dès qu'elle voulait faire un truc en rapport avec les plantes, les poisons, la nature, le soin, etc., elle utilisait cette stat-là. Donc vous voyez qu'il y a vraiment 5 personnages, 4 qui collent bien à l'univers et un 5e où je vais pouvoir disséminer des petits-enfants partout dans le monde, connecter ces petits-enfants à des PNJ principaux, à des PNJ importants, à des lieux importants, et ça va un petit peu m'aider à driver le groupe pour l'emmener dans des directions qui m'intéressent. Ou aussi amener des choix intéressants si par exemple ils se retrouvent face à un petit enfant qui est leur ennemi ou qui n'a pas les mêmes objectifs qu'eux. Et donc, au final, chacun de ces PJ est lié à une quête principale. Gersand a sa quête principale à elle. Moi, ce que je conseille, c'est qu'il ne faut pas hésiter à faire des écarts avec ce que propose l'ouvrage, tout de même, parce que l'ouvrage est parfois fortement calqué sur l'actuel play de Game of Roll, et donc il ne faut pas hésiter à modifier certaines choses, réassigner certains événements à un autre personnage, il ne faut pas hésiter à proposer d'autres archétypes à vos joueurs, et il faut essayer de rester souple, et surtout je conseille de lire les 2 tomes une première fois avant de commencer la campagne, comprendre l'intrigue, comprendre les PNJ principaux, et essayer de prendre de la distance avec les ouvrages et se dire ok, comment est-ce que j'intègre au mieux les personnages joueurs
au sein de cette campagne en faisant en sorte que ça colle avec les envies de mes joueurs pour pas être trop dirigiste et pour pas coller trop à l'actual play. En plus de ça, il y a pas mal de ressources en ligne créées par la communauté qui permettent d'avoir du matériel supplémentaire, mieux comprendre le fil conducteur de la campagne, notamment un document, je ne me rappelle plus qui l'avait fait, mais c'est vraiment un document en 12 pages qui va dire voilà tous les trucs importants que les gens font dans l'actual play, et voilà ce qu'il faut découvrir, voilà où vous le découvrez, dans quel ordre, etc. Et ça m'a bien aidé à comprendre le fil conducteur et ensuite à prendre des écarts, à prendre de la distance par rapport aux ouvrages qui parfois se concentrent sur des quêtes secondaires, des trucs qui sont très sympas pour de l'actual play, mais des fois, il vaut mieux mettre de côté certaines choses pour travailler plus sur ce que les joueurs veulent faire et sur voilà, ce qui se crée au sein de la table. Avant de commencer la partie, j'ai créé des accessoires. Vous pouvez le voir là, j'ai créé des parchemins, j'ai créé une carte. Donc en fait, j'ai fabriqué pas mal de parchemins vieillis. J'ai mis une technique sur ma vidéo YouTube il y a quelques années aussi. C'est des parchemins que j'en ai certains, j'ai écrit du texte dessus, certains je les ai laissés vierges. Les parchemins vierges, c'était pour leur donner en inventaire. En fait, en début de partie, je leur ai dit, alors je me sais plus exactement, mais je crois que je leur avais dit, vous avez le droit à 5 objets. Et donc chacun des objets, ça peut être une arme, un équipement utile, des rations de nourriture, une corde, etc. Ils ont le droit à 5 objets, ce qu'ils veulent, et l'un de ces objets, ça peut être une bourse, et auquel cas ils tirent au hasard des richesses, même si c'était très peu, ou alors ça peut être par exemple un tas de parchemins et de quoi écrire. Et dans ce cas-là, ils avaient des parchemins vierges vraiment sur eux, et ils pouvaient écrire sur ces parchemins-là, et on considérait que ce qu'ils écrivaient sur ces parchemins-là, c'était vraiment un truc que le personnage avait en jeu. Donc ça apporte un petit peu de physique, on va dire, dans le début de la campagne, c'est intéressant. Et en plus de ça, j'ai réalisé 5 courriers. Vous pouvez voir 2 ou 3 de ces courriers dans l'image qui est à côté de moi. Et donc en fait, dans chacun de ces courriers, j'ai donné un courrier à chacun de mes joueurs en début de campagne, face cachée, ils ne pouvaient pas le lire, et je leur ai dit voilà, ces courriers vont vous donner des informations sur le monde, ils vont vous parler de certains PNJ, ils vont vous parler un peu de votre passé, peut-être d'amis que vous avez eus, et potentiellement, peut-être, ça je leur ai pas dit, mais voilà, j'ai peut-être sous-entendu, en tout cas ils se sont doutés qu'il pouvait y avoir des messages cachés à découvrir, ou en tout cas des informations importantes qui pouvaient leur être utiles plus tard. Et je leur ai dit, maintenant on va commencer la campagne, vous avez ces documents, et vous allez avoir 1 minute ou 2, je me rappelle plus exactement, c'était il y a 2 ou 3 ans, pardonnez-moi, mais voilà, j'ai dû leur dire, vous avez 90 secondes, on va dire, pour lire ce courrier, et ensuite vous allez le retourner une nouvelle fois, et après qu'ils aient lu le courrier, je leur ai dit maintenant vous avez le droit à 5 objets, et l'un de ces 5 objets, c'est le courrier, si vous voulez. Sinon, vous avez le souvenir de ce courrier, mais vous l'avez perdu, déchiré, on vous l'a volé, etc. Et vous ne l'avez plus et vous me le rendez. C'était super marrant à faire, et tous les personnages ont décidé de garder leur courrier. Et donc il y avait un courrier, c'était la lettre de Mélanda à Chandra, il y avait un courrier Equilia, elle avait volé une missive importante qui allait je crois que c'était de la commandante Cassandre vers le roi de Varna, des choses comme ça. Et donc en fait, ils ont tous décidé de garder ce courrier-là, et pour la plupart, il y avait des messages cachés, des informations, des trucs par rapport à des PNJ importants. Donc ça a vraiment créé une bonne dynamique en début de partie, un moment assez fun, assez stressant parce qu'ils voulaient lire rapidement leur courrier, et au final ils ont décidé de le garder. Et comme vous pouvez le voir, j'ai aussi réalisé une carte d'Aria, mais ça ils le récupéreront que plus tard. J'ai fait en sorte de masquer, je voulais pas leur donner la carte du monde, donc j'ai fait en sorte de réutiliser seulement une géographie, une situation géographique plus petite, et masquer les lieux que je voulais pas leur révéler, ou alors décaler un petit peu certains lieux pour que ce soit moins précis. Je voulais vraiment me concentrer sur la zone du royaume d'Aria pour pas leur montrer où est Alta Bianca, Esperanza, Kniga, etc., etc. Et donc c'est vraiment une campagne en dents de scie qu'on a joué. On a joué sur une période étalée de plus de 2 ans, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est vraiment les heures jouées par trimestre. On a joué environ 80 heures, alors c'est très approximatif. On a fait environ une trentaine de sessions, 31 ou 32 sessions je crois. Et les heures indiquées ici sont estimées parce que je ne les avais pas notées, donc ça a été fait à la louche. C'est quelque chose que j'estime, mais peut-être que j'oublie quelques heures ci et là. Mais à mon avis, on a joué entre 70 et 100 heures. Là, je crois qu'il y en a 76 ou 80 qui sont indiqués. Et voilà, c'est mon estimation de combien on a joué. J'ai repris mes notes, j'ai repris les notes de mes joueurs pour essayer voilà, de donner une vision de comment cette campagne s'est déroulée. Et vous pouvez voir déjà qu'il y a eu 2 gros passages à vide. En vrai, c'est plutôt 3, mais il y a eu 2 gros passages à vide au 3e trimestre 2021 et au 3e trimestre 2022. Et donc, c'est tout ça pour dire que parfois c'est difficile de maintenir une campagne, mais on a quand même réussi à aller au bout. Et ça, je vais vous expliquer durant cette vidéo comment on est allé au bout, comment on s'est motivé pour terminer cette campagne.
Donc la première erreur qu'on a fait, sûrement, le premier passage à vide de 6 mois, on s'est dispersé. C'est-à-dire que j'ai un joueur à ma table qui a voulu mener une campagne et on était tous chauds pour tester un autre jeu. Donc on a lancé une nouvelle campagne en 2021 où on a fait presque 6 mois de pause parce qu'on se voyait toujours, mais on jouait principalement à un autre jeu qui s'appelle Les Champs de l'Os, qui est un très bon jeu aussi. Donc moi j'étais joueur à cette table et, et ça a créé un gros vide parce qu'en fait, je pense que les joueurs voulaient voilà, découvrir autre chose. Ils avaient pas mal joué à Aria. Déjà, on avait dû faire 4 ou 5 sessions de 3-4 heures et ils voulaient découvrir autre chose. Et on a sous-estimé le fait que ça allait nous embrigader dans quelque chose de gros. Et on s'est dit, c'est pas grave, voilà, on reprendra dans quelques mois. Et en fait, ça a fait un grand vide. Euh, C'était pas si grave, vous le verrez plus tard, parce que ça s'arrêtait à un bon moment, donc c'était facile à reprendre. Mais quand même, je déconseille de se disperser trop, c'est important. Quand on fait une campagne, à mon avis, c'est quelque chose que j'ai appris avec ça. Il faut vraiment, au niveau de la session 0, il faut vraiment définir quelle durée on pense que cette campagne va continuer, quitte à la fin de cette durée se dire est-ce que vous voulez tous continuer? Oui, bah c'est parti, on continue. Mais c'est important de définir une durée au début, d'être tous d'accord sur un certain point pour adapter cette campagne. Parce que si j'avais su qu'on allait s'arrêter au bout de 3 ou 4 mois de jeu, je l'aurais peut-être fait autrement. Ou alors, voilà, si j'avais su qu'on aurait eu un passage à vide à cause de cette campagne de 6 mois, peut-être que je l'aurais négocié autrement. Mais c'est comme ça, on apprend de nos erreurs, on apprend de notre passé. Deuxième passage à vide, troisième trimestre 2022. Donc ça, c'est plus des raisons perso, des passes difficiles pour plusieurs membres du groupe, plusieurs joueurs. Voilà, on s'est moins vu pendant quelques mois. Il y a eu des aléas de la vie, on va dire, des imprévus. Mais au final, on avait quand même un petit peu un goût d'inachevé. Certains joueurs, quand on a eu du temps et qu'on s'est dit ok maintenant qu'est-ce qu'on fait comme jeu de rôle, certains joueurs voulaient plutôt s'arrêter là, d'autres joueurs se disaient bah moi j'aimerais bien quand même voir la fin de cette campagne. Et donc voilà, deuxième retour d'expérience sur cette campagne, j'ai envie de dire, essayez de faire face aux imprévus comme vous le pouvez, essayez de rebondir comme vous le pouvez. Mais moi, je considère un des acquis que j'ai avec cette campagne, c'est que c'est mieux de terminer rapidement avec une apothéose en changeant un peu le gameplay, en changeant un peu de point de vue sur la campagne. Il vaut mieux terminer en apothéose et avoir une vraie fin pour cette campagne que de laisser mourir la campagne et d'avoir un goût d'inachevé. Ce qu'on a réussi à faire, même si du coup on a dû accélérer énormément de choses. Vous allez le voir. Donc ça c'est la répartition si ça vous intéresse vraiment en détail par mois. On voit qu'il y a 3 passages à vide quasiment, hein, avec un gros creux de mai à septembre 2021, un second creux de mars à mai 2021 et une dernière période à vide juillet à décembre 2022 où si on exclut 3 heures de jeu en novembre 2022. C'est une campagne qui aura été jouée en 3 gros morceaux, une première partie 13 heures, 15 heures, je sais pas trop, sur 2 mois en février et avril, une seconde partie d'environ 39 heures, peut-être 40, 45, je sais pas exactement, sur 6 mois, et ensuite un troisième morceau de 24 heures sur environ 4 mois, hein, environ 24 heures encore. Donc la campagne, elle s'étend sur une période de 2 ans, mais réellement, on a joué 12 mois sur ces 2 ans. Voilà, c'est important à noter. C'est là que s'arrête la présentation pour les joueurs et joueuses de cette campagne. Malheureusement, je vais parler de spoil ici. Vous pouvez toujours aller au timecode de la conclusion si ça vous intéresse d'avoir la rapide conclusion de cette vidéo. Mais pour toutes les joueurs et toutes les joueurs et joueuses qui souhaitent jouer cette campagne ou qui sont en train de jouer cette campagne, arrêtez-vous là, car à partir de maintenant, on va vraiment potentiellement parler de spoil, de PNJ et de choses qui se sont passées, surtout vers la fin. Donc, vous êtes prévenus. Si vous continuez, c'est que vous êtes OK avec les spoils. Voilà. Donc, ici, vous revoyez la même répartition du temps de jeu, mais en parlant des lieux, des PNJ et des histoires importantes. Donc, vous voyez que on a passé 5 heures sur la forêt de Sauvagny, Arance, Claveau, Julia, donc vraiment le début de l'actual play, on va dire, hein, le début de la campagne. Donc là, on prenait notre temps, on allait au même rythme que l'actual play. Ensuite, 8 heures sur Rideau, rencontre avec Moussa, la forêt de Sauvagny, début d'arrivée à Aria. Donc là, on a vraiment un rythme lent, un rythme tranquille. Et vous pouvez voir qu'on a passé un gros morceau de la campagne, en fait, tout ce milieu de campagne à Aria, principalement. En fait, on a passé 10-15 heures dans Aria à découvrir la ville, découvrir les PNJ, commencer à comprendre les intrigues, etc. On a passé pas mal de temps à Aria. Il y a eu beaucoup de sessions avec tous ces trucs de la guilde des voleurs, le truc où il faut s'infiltrer
s'infiltrer à la soirée, etc., etc. Alors j'ai pas forcément tous les termes parce que comme je vous le dis, cette campagne a été terminée à un an, donc je vais peut-être pas avoir les noms des PNJ, mais voilà, donc on prenait notre temps, on jouait doucement, et vous allez voir en fait, deuxième passage à vide, c'est intéressant parce que c'est en pleine, c'est quand on est à Esperanza, et après en fait on décide d'accélérer la campagne, et comme vous pouvez le voir, Akaba, Irem, Paimon, Gouffre de Stromos, Kniga, Coriolis, Varna, Toile du Destin, Osman de Litan, Sanli, tout ça, boum, on le fait en 20-25 heures, ça s'est fait assez rapidement sur la fin. Donc si je vais dans le détail, on a commencé par la forêt de Sauvigny. Mes joueurs ont décidé d'être cléments avec les brigands, ils les ont laissés partir, ils ont rencontré Julia, ils sont allés à Claveau, ils ont visité le manoir de Caldera, ils ont réussi à les maîtriser sans bain de sang, la bande de Caldera, et ils ont décidé de nommer Julia la bourgmestre en intérim. Le zozotage de Julia, je crois qu'ils sont tombés amoureux de ce PNJ directement. C'est un PNJ qu'ils vont à chaque fois être très contents de retrouver, et ils vont tout le temps lui donner des choses, ils vont tout le temps être sympas avec elle, et vous allez voir jusqu'à la fin de la campagne où ça colle pas mal à l'actual play. J'ai rien forcé, mais le fait de présenter ce PNJ de façon sympathique, ça a énormément joué, c'est assez intéressant les parallèles qu'on peut faire avec l'actual play. Ensuite, ils vont à Rideau, ils rencontrent le chevalier Garnet, ils rencontrent Moussa, ils rencontrent le seigneur Anne du Rideau, Nestor l'aubergiste, ils récupèrent le paquet de gourmandise, tout ça. Pour l'instant, on colle pas mal à l'actual play. À Rideau, il y a un premier truc un peu spécial de la campagne. Gersand Grec retrouve Félix, son premier petit-fils, qui est cordonnier à Rideau. Voilà, c'était un truc assez simple, mais c'était pour montrer, je voulais déjà directement montrer à ma joueuse que sa quête avait de l'impact, qu'elle pouvait rencontrer des personnages, et que si elle n'était pas allée à un endroit spécifique de la ville, et bah potentiellement, ou si elle n'avait pas demandé est-ce que vous connaissez un grec dans le coin, qu'elle aurait pu louper un de ses petits-fils. Donc je voulais vraiment appuyer directement dans le début de la partie sur le fait que sa quête existe et que ça a de l'impact, et potentiellement ça leur fait un PNJ à contacter à Rideau plus tard, un allié. Voilà, c'est important de le noter. Ensuite, ils vont en forêt de Sauvigny, il y a le monastère de Schrödinger, il le joue énormément. Chandra Chandor, la magicienne, elle est marquée par le dieu ennemi, il rencontre la chapelle aux disparus. Chandra, elle se rend compte que son vieux maître, qu'elle décide d'appeler Void, c'est marrant parce qu'elle ne sait pas encore qu'il y a un coin du monde qui s'appelle Void, mais elle décide d'appeler son vieux maître Void, et elle se rend compte qu'il est encore en vie, et Sacre, pour lui, cherche sa fille via la chapelle aux disparus, et se rend compte que Kaina est encore en vie, et il la voit au bord d'une mer, donc il se doute que ça a un truc à lier avec les îles ou le bord de mer. Ils combattent des loups géants. J'ai pas mis d'araignée géante parce que j'ai une joueuse qui est arachnophobe, mais donc ils combattent des loups géants, et là Chandra, elle utilise sa magie, elle n'arrive pas à modéliser, elle fait un gros cratère, et donc tout le monde dans le groupe comprend que Chandra a ses pouvoirs. Donc ça fait déjà 3 ou 4 sessions de jeu, je pense, et Chandra a fait en sorte, parce qu'elle comprend qu'elle est magie illicite, contrairement à Clodomir qui fait un peu n'importe quoi peut-être en début de campagne, elle comprend que potentiellement des gens vont vouloir la dénoncer. Donc elle a attendu tout ce temps, elle a attendu qu'il soit en danger pour utiliser sa magie et montrer ses pouvoirs à ses compagnons de route. Donc là, ça change un peu la dynamique, tout le monde est un peu soit méfiant, soit interrogatif, etc. Et il y a une nouvelle dynamique de jeu, c'est assez intéressant. Forêt de Sauvigny rencontre Harpocrate, qui est un PNJ ajouté dans les livres, qui est un super PNJ, je trouve, PNJ qui demande aux joueurs de retrouver la toile du destin parce qu'il est immortel et il voudrait recoudre son fil sur la toile du destin pour pouvoir enfin mourir. Et Harpocrate, ce vieil homme, il a un disciple qui s'appelle Philibert, qui est un ermite aussi, et qui est aussi un petit-fils de Gersand. Donc boum, deuxième petit-fils assez rapidement, je montrais qu'il y en a plein, et de mémoire il y a 12 ou 15 petits-fils et petites filles dispersés dans le monde. Donc voilà, j'en mets un peu partout, je veux qu'ils aient des alliés, je veux qu'ils aient des rencontres, des discussions, c'est intéressant. Il refuse de récupérer la flèche, il découvre le corps de Moussa, il rencontre Bartholomé Adokra qui leur parle d'un homme qui s'est transformé en bête, donc je commence à mettre des petits indices sur les Tulpas, même si au début ils comprennent pas trop, et même quand ils commencent à rencontrer les Tulpas, je crois qu'ils ont complètement oublié Bartholomé Adokra, et ils font pas du tout le lien entre ce que Bartholomé Adokra leur a raconté et ce que sont les Tulpas. Ensuite, on arrive enfin à Aria et à un gap de 6 mois. Donc en fait, ils arrivent à Aria. Anton, il décide de vendre sa potion d'Ingramus pour qu'ils aient assez de sous pour rentrer. Il décide de ne pas faire le tour, donc il rentre par la première porte qu'il voit. Ils n'ont pas assez d'argent, et il vend sa potion d'Ingramus pour pas mal d'argent pour rentrer dans Aria et se faire de l'argent. J'ai dit c'est pas grave. Et après, Anton se dit ah oui, mais le joueur se dit ah oui, mais tu m'avais dit que c'est important de ne pas vendre les secrets. Et je lui dis bah oui, bah, tu as décidé de faire ça.
tu sais que c'est pas terrible, mais t'étais dans la nécessité, donc tu as vendu ta potion d'Ingramus. Et ça, je le note, parce que ça veut dire que potentiellement, des gens comme Bonne Fortune pourraient racheter cette potion d'Ingramus et avoir une potion d'Ingramus tôt dans la partie, ce qui pourrait être assez embêtant pour les joueurs. Et donc avant qu'on fasse cette pause de 6 mois, ils visitent le temple du dieu exilé, ils ont un sac à dos dans lequel il y a la pièce maudite et le petit paquet de gourmandises. Les deux sont dans le même sac, et du coup ils passent la porte du temple du dieu exilé, le sac s'enflamme et le paquet de gourmandises brûle. Et ce qui fait qu'ils savent pas du tout ce qu'il y a dans ce paquet, ils l'ont pas ouvert, ils savent pas que c'est juste des épices qui permettent, c'est genre une petite quête secondaire, mais ils sont vraiment atterrés par cette destruction, ils savent pas ce qu'ils vont faire. Et c'est là qu'on décide de s'arrêter pour, comme je vous l'ai dit, commencer une autre campagne de jeu de rôle. On va avoir une pause d'environ 5-6 mois, mais ça tombe à peu près au bon moment pour moi, je trouve, parce qu'ils n'ont pas vraiment commencé à découvrir Aria, ils viennent d'entrer dans la ville et ils n'ont pas rencontré beaucoup de PNJ. Donc c'est assez facile de faire cette pause à cet endroit-là. On reprend le jeu avec Aria, et donc là, je leur balance vraiment, on se retrouve dans l'actual play dans le sens où je leur balance des tonnes de quêtes secondaires, de PNJ, etc. Donc ils rencontrent Fripouille le chat, ils rencontrent Astrid aux deux visages, il y a Equilia qui arrive à looter des trucs, qui devient voleuse. Il y a Chandra qui fait la rencontre d'un gars qui s'appelle Cédric Bordelot. Elle essaye de le séduire au début, mais elle se rend compte que Cédric Bordelot, il est prêt à tout quitter pour Chandra. Et Cédric Bordelot, ça va être assez marrant. Je vais en faire un PNJ récurrent qui souhaite se marier avec Chandra. Et Chandra, à des moments, elle va dire bah ok, je veux bien me marier avec toi parce que j'ai besoin d'or ou j'ai besoin d'un service. Et en fait, Cédric, il va finir par en vouloir à Chandra parce qu'il va se rendre compte qu'elle le mène en bateau. Donc c'est assez intéressant. C'est un perso qui revient souvent. Gersandre, elle retrouve Sidonie, la miséricordieuse, avant de croiser Chandra, mais ce qui est intéressant, c'est que Sidonie, qui est une miséricordieuse dans l'actual play, j'en ai fait une petite fille de Gersandre. Donc là, j'étais assez fier de ça. Ça fait que, donc, pour ceux qui n'ont pas vu l'actual play ou qui l'ont pas lu, une miséricordieuse, c'est une mage d'Aria officielle, chasseuse de mages illicites. C'est-à-dire que Sidonie, son seul but dans la vie, c'est de trouver des gens comme Chandra Chandor et de les mettre aux arrêts, voire de les tuer. Et donc là, on a un PJ dont la petite fille va vouloir tuer un autre PJ. Donc ça a créé des relations intéressantes. Et Chandra n'a pas forcément dit que c'était une mage illicite auprès de tout le monde. Donc voilà, une création intéressante. Et comme c'est une grande ville, Gersandre, elle va pas seulement retrouver une petite fille, mais elle va aussi retrouver un petit-fils, Marius. Et Marius, j'ai décidé que c'était un bûcheron, je crois, il me semble, qui est le mari de Gourmandise. Donc ça recrée un lien, et je m'assure en fait de connecter des PNJ avec les petits-fils et les petites filles pour créer plus de jeux, plus d'histoires. Ils vont à la soirée des Tréhernes, il y a une rencontre entre Chandra et Sidonie. Sidonie a l'impression un peu de se rendre compte que Chandra a une sorte d'aura magique autour d'elle, il y a une petite discussion, mais voilà, ça va pas plus loin que ça. Et là, on apprend l'empoisonnement du roi, on apprend que Gourmandise est emprisonnée, et du coup, dans l'actual play, sauver Gourmandise, c'est important, mais pas tant que ça. Là, Gourmandise, c'est la femme du petit-fils de Gersandre, donc forcément, ils vont vouloir sauver Gourmandise. Ils rencontrent aussi Ibolia, la capitaine de la beauté circassienne, et ils disent non, on veut pas partir, on veut sauver Gourmandise. Et donc je décide de créer quelque chose qui n'est pas du tout dans l'actual play, une grosse infiltration dans le palais royal, dans les geôles du palais royal, pour sauver Gourmandise. Je crée un mini donjon avec des connexions, des salles, etc., avec potentiellement des pièges qui peuvent déclencher l'arrivée de mages, avec des gardes, et c'est vraiment une infiltration qui prend 2 ou 3 heures. Ils vont voir le roi d'en bas pour avoir des ressources, pour avoir du soutien. Il y a un ou deux PNJ il y a un ou deux des PJ qui ne souhaitent pas participer à cette infiltration, et donc il y a un ou deux PJ qui jouent des voleurs de la guilde des voleurs, etc., etc. Vraiment une session intéressante. Et d'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés, je peux vous montrer un petit peu plus en détail comment j'ai fait ce mini donjon, cette infiltration. Et ensuite, très rapidement, ils sauvent Gourmandise et ils se disent Gourmandise elle est en danger. Donc Marius et Gourmandise, vous venez avec nous et on part sur la beauté circassienne. Donc ils partent en mer. Là, c'est toute la partie cabotinage de la campagne, et ils rencontrent le gang des petites poules, et dans le gang des petites poules, il y a Nokia et Ice-T, qui sont des PNJ mineurs de la campagne, mais là je décide que ce soit des petits enfants de Gersandre, donc Gersandre va vouloir les garder avec elle, donc ils repartent et ils ont quasiment tout le gang des petites poules avec eux sur le navire. Ils arrivent à Vandermeer, là il y a Alexander, le premier disciple, qui n'est pas le disciple de Mélanda, mais qui est le disciple de Maître Void, du coup, donc il y a un genre de duel, mais qui n'a pas lieu parce que Mélanda arrive entre Alexander et Chandra.
Et Chandra essaye de convaincre Alexander que Maître Void, leur ancien maître, est encore en vie et qu'il faut peut-être se poser des questions sur ce qui se passe à l'Académie de magie et qu'il est peut-être pas dans le bon camp. Et donc Chandra retrouve Mélandas, sa maîtresse et son amante. Il y a, ils arrivent à sauver Sidonie qui était en voyage, etc. Donc il y a tout ce truc avec Sidonie qui est dans le coma, mais qui pourrait potentiellement mettre à mort Mélandas si elle se réveille. Chandra d'ailleurs trouve un médaillon qui lui permet de relancer des jets de modélisation, il me semble, ou qui permet. Non, ça lui permet de faire un test qui lui fait perdre de la vie, mais qui lui permet potentiellement, c'est un test difficile, mais elle va pouvoir aller chercher la carte qu'elle veut dans son deck. Donc c'est un médaillon puissant qu'elle vole à Sidonie alors que Sidonie est dans le coma, donc elle va avoir un loot à ce moment-là. Puis après, voilà, voyage en mer, Alta Bianca, ils vont en direction d'Alta Bianca, ils récupèrent les saphirs maudits. Anton est marqué par l'ennemi en touchant ses saphirs maudits, et on fait une pause en arrivant à Alta Bianca. C'est un peu pareil avec Arya, on arrive à Alta Bianca, il y a une petite pause, et donc ensuite, une pause plus rapide, hein, je crois qu'il y a un mois ou quelque chose comme ça, et ensuite il y a vraiment, on enchaîne toutes les quêtes d'Alta Bianca et tout ce qu'il y a à la mer. Donc il y a la soirée des Lacos, je sais plus comment ça s'appelle dans l'actual play, mais moi comme en fait j'avais dit à Ekilia, la personnage héritière, comment t'appelles-tu, et elle m'avait donné le nom Laco, et donc en fait les PNJ, c'était Atlas, non, je sais plus. Enfin bon, donc je demande le nom de Equilia et je décide que la famille importante où il y a la soirée un peu BDSM à Alta Bianca, et ben ça va être le nom des Lacos parce qu'elle m'a donné ce nom-là et qu'en fait c'est une réminiscence de ses souvenirs. Il y a Cédric Bordelot à cette soirée, il rencontre Malatesta, il rencontre le Tulpa, donc Equilia se rend compte qu'elle a des pouvoirs par rapport au Tulpa. Il y a Bonne Fortune qui négocie avec eux pour retourner à Aria. Ils ont capturé Cecilia Dominico. On s'éloigne pas trop de l'actual play sur tout ça. Là, ils rencontrent Julia qui est responsable logistique. Et voilà, ils demandent un navire. Donc, ils obtiennent un navire auprès de la reine, la Perle Dorée. Ils retournent à Vandermeer, ils se rendent compte que Mélanda est condamnée, ils rencontrent Sidonie, et là Chandra arrive à négocier avec Sidonie, et elle fait un serment sur le fleuve des morts, qu'elle se rendra, qui se donne un mois, et elle dit, Sidonie, il se passe des choses mal dans l'académie, va enquêter, promis, dans un mois on sera là, et on se rendra si tu n'as pas changé d'avis. Et donc elle fait un serment sur le fleuve des morts. Donc Sidonie part enquêter, ils vont à la chapelle très sainte, un truc qui n'a pas été fait dans l'actual play, ils rencontrent Erika Porte-Tempête, ils obtiennent des informations, et ils avaient le codex, donc ils rendent le codex à Erika Porte-Tempête. Ils vont à Esperanza, ils rencontrent le capitaine Favier, ils sont capturés par des pirates, ils rencontrent Mardonius l'enflammé qui heureusement les reconnaît pas parce qu'ils avaient aussi, alors ils n'avaient pas brûlé le bateau de Mardonius mais ils l'avaient mis aux arrêts, enfin voilà, ils avaient fait en sorte que la traite d'esclaves s'arrête près de Mardonius. Et donc Sacre se met en quête de sa fille, et sur Esperanza il rencontre Ska la sorcière. Anton qui était corrompu, qui était marqué par l'ennemi on va dire, il décide de changer de main grâce au rituel de Ska la sorcière. Ils apprennent la traversée des forêts, certains d'entre eux, je crois qu'il y a un ou deux PJ qui n'y arrivent pas, et ils arrivent à tendre un piège au corbeau noir. Ils arrivent à utiliser, je sais plus, genre un valet de cœur pour que pour que le corbeau noir leur révèle le bout de carte que le corbeau noir possède, l'une des trois cartes importantes pour retrouver le sceptre, et ensuite Sacre décide de tuer le corbeau noir et de donner rendez-vous à sa fille Kaina au niveau du phare, donc les appartements du corbeau noir. Et là on fait une seconde pause, on n'arrive pas à jouer pendant 3-4 mois, c'est un arrêt un peu plus compliqué, on est dans les intrigues d'Esperanza, on s'arrête pas vraiment au bon moment, mais voilà, c'est un arrêt qui est pas de notre fait, c'est des complications, il a fallu s'adapter, c'est comme ça. Et on est vraiment sur un cliffhanger parce que le gladiateur il va retrouver sa fille, il est vraiment au moment où il lui donne rendez-vous, et Kylia elle vient de se rendre compte qu'elle avait vu un tulpa et que, enfin voilà, c'est pas la première fois qu'elle voit un tulpa, mais elle se rend compte qu'il y a un tulpa qui conseille le corbeau noir. Donc voilà, elle se pose plein de questions. Et donc on reprend le jeu après plusieurs mois, mais juste 3 heures de jeu pour finir Esperanza. Donc Sacre et Kaina se retrouvent. Sidonie, elle contacte par la pensée Chandra et Mélanda pour leur donner des infos, leur dire. Je crois que Sidonie, j'avais fait un jet et qu'elle se rend compte qu'il y a des trucs qui vont pas avec l'Académie Noire et notamment avec la princesse Oriane qui est devenue reine, etc. Et du coup, elle les libère du serment fait sur le fleuve, il me semble. J'avais fait un jet pour
c'était aléatoire, c'était une chance sur 2 de mémoire. Et il y a un affrontement avec les pirates, Diego le Tulpa, etc. Ils finissent par faire un vote pour élire le nouveau Corbeau Noir. Et ils se débrouillent bien. Je mets vraiment ça à la chance, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs jets de charisme, de mentir, convaincre, etc. Et ils arrivent à faire élire Kaina en nouveau Corbeau Noir. Et donc Sacre, le gladiateur, décide de prendre sa retraite de PJ, on va dire. Il décide de rester auprès de sa fille pour être son bras droit, le bras droit du Corbeau Noir. Donc notre personnage quitte pas la campagne, notre joueur quitte pas la campagne, il décide juste de changer de personnage joueur. Donc il prend un nouveau personnage joueur combattant qui était un peu un pirate nouvellement arrivé, mais c'est genre un espèce de paladin au grand cœur qui s'est embrigadé chez les pirates sans le vouloir, et il est très content de pouvoir rejoindre un groupe d'aventuriers. Et c'est un combattant parce que en fait mon joueur se rendait compte qu'on n'avait pas trop de force de frappe, et il voulait toujours quelqu'un qui soit capable de faire des duels, de résoudre des choses par la pointe de l'épée, qui fait un combattant, mais il fait vraiment un combattant au grand cœur. Sa quête, c'est vraiment aider la veuve et l'orphelin, aider les gens. Et donc il est là en disant, ah, vous avez une quête importante, et bah écoutez, j'ai toujours voulu réussir une quête importante, donc je vais vous aider dans votre quête importante. Et il est là pour faire avancer l'histoire, on va dire. À côté de ça, fait important, Gersand, la grand-mère, loupe une de ses petites filles, Judith la danseuse, qui faisait partie de l'équipage d'un des bateaux pirates. Donc malheureusement, elle le sait pas, mais je le dis un peu plus tard, je le dis, t'as l'impression en quittant cette île, en quittant les pirates, que il te manque quelque chose, quoi. T'as un petit truc qui se brise en toi. Et il y aura quand même des retrouvailles qui seront faites, parce qu'ils retrouveront les pirates en fin de campagne dans le prologue, on va dire. Et du coup, elle pourra retrouver Judith, sa petite fille, plus tard. Mais voilà, là, c'est un peu le seul petit enfant qu'elle va louper durant cette aventure. Ensuite, on se retrouve sur la grosse dernière séance, c'est-à-dire que en janvier, février, mars 2023, avec mes joueurs, on se dit, la campagne s'est essoufflée. Certains de mes joueurs avaient envie de dire, on s'arrête là, on veut faire autre chose, on veut faire d'autres jeux, d'autres systèmes de jeux. On en a un peu marre de ce système-là, on en a un peu marre de cette campagne-là. D'autres joueurs se disaient, non, on veut connaître la fin de nos aventures quand même. Et donc en fait, ce que je fais, c'est que je leur dis, combien d'heures vous me donnez, quand est-ce que vous voulez qu'on s'arrête, et on s'accorde pour se dire, on essaye d'arrêter en mars 2023. On se dit ça en décembre 2022, et donc je décide d'accélérer énormément de choses. Donc là, il va se passer plein de choses, il va y avoir un peu des speedruns, des choses qui vont aller plus vite, mais c'est intéressant aussi de voir comment tout ça s'est passé. Ils arrivent à Akaba et Irem, donc en Akaba il y a un voyage en mer, ils rencontrent Vladimir le cochon, il y a un peu un speedrun de la quête du quartier des plaisirs, donc je fais quelques jets de dés, je leur explique ce qui se passe dans le quartier des plaisirs, ils finissent par obtenir la quête. Il y a quand même un duel un peu amical entre l'elfe noir qu'ils rencontrent et Beltor, donc Beltor c'est le nouveau personnage combattant, ça se passe pas très bien pour Beltor, mais c'est marrant parce que c'est un duel amical. Ils finissent par réussir à récupérer ce bout de carte. Et à Akaba, Anton il décide de compléter le pèlerinage de la sagesse en allant au temple du vent, pendant que les autres dorment au temple du vent. Et Anton il arrive à finir ce pèlerinage, il me semble. Donc il va via quelques jets de dés, c'est pareil, on fait un peu un speedrun de ce pèlerinage, mais il y a quand même une belle scène où à la fin il est un peu touché par le dieu de la sagesse, et il comprend certaines choses de l'univers. Donc je lui donne quelques pistes, c'est toujours des énigmes, je lui donne pas des réponses brutes, mais voilà, des pistes qui lui permettront peut-être de prendre les bons choix plus tard dans la campagne. Et ensuite, très rapidement, il décide d'aller à Irem. C'est pareil, le trajet de Akaba à Irem, c'est des jets de dés qui vont potentiellement leur enlever des points de vie définitifs, des choses comme ça, mais je veux pas qu'on y passe des heures et des heures. Donc c'est plus des jets de dés qui vont leur faire perdre de l'équipement, leur faire perdre des stats, pour montrer que la campagne arrive à son bout, et que va y avoir un dénouement, mais que tout ce qui n'est pas vraiment primordial, on le joue vite, et ça a juste un impact sur soit leurs stats, soit des PNJ, des choses comme ça. Ils peuvent perdre des alliés, se faire des ennemis, mais on le fait rapidement. Donc il y a une aventure rapide à Irem, ils arrivent à sauver le prince Estienne, qui va pouvoir reprendre temporairement le contrôle d'Aria, alors que la reine Oriane partira à l'est. Et Chandra tombe sur son joker à un moment, et elle dit et bah avec ce joker je peux faire ce que je veux. Elle lance un sort, elle tire son joker, elle dit bah avec ce joker je peux faire ce que je veux. Je sais plus ce qu'elle comptait faire, mais c'était un petit truc, et je me rends compte que j'ai un pouvoir infini, et je visualise la reine Oriane, et j'arrive à récupérer la couronne. C'est-à-dire que la couronne qui était sur la tête de la reine Oriane, se retrouve entre les mains de Chandra. Donc ils ont la couronne. Ça c'est assez important.
Ensuite, ils vont au Paymon. Donc on finit IRM et ils décident d'aller au Paymon pour récupérer le sceptre. Et là, je leur dis, écoutez, le Paymon, il y a, je sais plus, 20 ou 30 pages. C'est principalement des quêtes secondaires. En fait, vous allez pouvoir, vous vous rendez compte quand vous arrivez au Paymon que c'est un pays qui est complètement contrôlé par ce peuple blanc qui sont un peu des envahisseurs. Et si ça vous va, on va faire un speedrun du Paymon. Et donc en fait, on prend 1 heure de jeu. Je crois que c'est vraiment en 1 heure de jeu le Paymon, où je décris chaque village. À chaque fois, je décris un village. Je décris le chef du village du Pays Blanc qui est un peu qui domine ce coin-là. Et je dis à un des. En fait, je vais de gauche à droite. Je prends un de mes PJ et je lui dis comment est-ce que, grâce à toi, vous avez réussi à libérer ce village. Et donc, en fait, il y a vraiment 2-3 minutes de discussion où ils expliquent, grâce à une de leurs compétences ou un de leurs pouvoirs, comment ils arrivent à libérer le village. Je fais faire un jet de dés. Après, ça se passe plus ou moins bien pour chaque village et ils ont plus ou moins d'alliés. Et donc, en fait, pour la bataille finale, je sais que forcément, on ira sûrement à une bataille finale. Je me dis que plus ces jets sont bien faits, plus il y a de chances que le Paymon puisse venir en allié. Et plus le Paymon sera puissant ou diminué selon leur jet. Mais donc en une petite heure, on gère tout le Paymon vraiment en narratif très accéléré. Ils arrivent à libérer à peu près tout le Paymon, ils récupèrent le sceptre, et Gersand rencontre un de ses petits-fils qui était un ermite dans le Paymon, un ermite qui s'était perdu dans le Paymon. Et pendant ce temps-là, ils apprennent plus tard, pendant ce temps-là, il y a l'astrologue royal qui n'est plus l'astrologue royal, qui est un tulpa, parce qu'ils ont complètement omis cette quête-là. Ils n'ont pas réussi à repérer le fait que Bonne Fortune et Xa la sorcière était en train de avait capturé l'astrologue royal et était en train de fabriquer un tulpa à Akaba. Et donc l'astrologue royal, qui est un tulpa, assassine le sultan. Donc ça n'a pas du tout lieu dans l'actual play. En plus de ça, je vous en ai pas parlé, mais il retrouve Nina Mondrian à un moment, et Anton arrête pas d'éconduire Nina Mondrian. Et donc à un moment, Nina Mondrian, elle décide de saboter leur navire alors qu'ils sont encore à Akaba. Et en fait, elle finit par rejoindre le camp du dieu ennemi. Elle fabrique des potions d'Ingramus pour le camp du dieu ennemi. Et la bibliothèque d'Akaba se retrouve détruite du fait que Anton a décidé de délaisser Nina Mondrian et de ne pas s'occuper d'elle. Donc la bibliothèque d'Akaba est détruite, comme dans l'actuel play, mais plus du fait de Nina Mondrian et de Bonne Fortune, sans le concours des personnages joueurs. Et contrairement à Actual Play, le sultan ne survit pas, le sultan d'Akaba meurt, donc c'est un peu l'anarchie dans Akaba, ce qui n'est pas forcément pour les aider pour la fin de la campagne, parce que Akaba est censé être un allié quand même en fin de campagne. Ils vont au gouffre de Stomos pour obtenir des informations. Pareil, on va assez vite. Ils entendent des infos par rapport à l'astrologue royal, le tulpa, etc. Ils entendent aussi, quand ils arrivent, ils apprennent que le Pays Blanc avait attaqué Stomos. Et Gersand rencontre un autre petit-fils, Radomir, un scribe sculpteur. Ils combattent un tulpa c'était un tulpa qui contrôlait, qui dirigeait en fait des hommes du Pays Blanc. Donc il y a un combat quand même. Alors il y a plus les hommes, parce qu'ils ont réussi à faire effondrer la partie du gouffre de Stromos où se trouvaient les hommes du Pays Blanc et le tulpa. Et donc quand ils arrivent à déblayer tout pour avoir accès au gouffre de Stromos et aux informations du gouffre de Stromos, tous les hommes du Pays Blanc sont morts, mais le tulpa est encore en vie. Donc ils combattent le tulpa, et je leur dis, en fait, vous avez chacun un jet, vous pouvez chacun faire un jet pour le scribe sculpteur, et selon le degré de réussite de ce jet, vous allez pouvoir me poser une ou plusieurs questions par rapport à l'univers, par rapport au secret de l'univers. Donc là, c'est vraiment le moment révélation où ils apprennent pas mal de choses grâce au gouffre de Stomos qui n'a pas été détruit, saccagé par le dieu ennemi. Ensuite, ils vont à Kniga. Donc tout ça, c'est toujours en 23 heures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a vraiment joué énormément de choses où des fois, je leur disais, bah non, je suis désolé, là, on n'a pas le temps de RP. On fait des jets de dés, on avance. Et à d'autres moments, par contre, il y avait des scènes ou des PNJ importants. Et là, je leur disais, ok, on peut se prendre 1 heure pour RP ce conseil ou cette rencontre avec ce PNJ. Donc il m'a fallu, moi, vraiment orienter le jeu pour décider qu'est-ce qui était important et pourquoi on avait le temps et pourquoi on n'avait pas le temps.
Et donc en tout cas ils vont à Kniga, hein. C'est assez rapide parce qu'ils arrivent à faire une traversée des forêts. Anton, qui est de Kniga, avait appris la traversée des forêts, et je lui dis il n'y a pas beaucoup d'arbres à Kniga, donc fais-moi un jet d'intelligence pour voir si tu te rappelles, lors d'une de tes sorties en dehors de la ville, une de tes rares sorties en dehors de la ville, si tu te rappelles où est-ce qu'il y aurait un arbre assez mémorable pour faire une traversée des forêts. Il arrive à se rappeler d'un arbre, et il arrive à réussir son jet de traversée des forêts, donc ils arrivent à Kniga sans voyage ni rien, boum, ils sont à Kniga, retrouvailles familiales, et là je leur explique qu'il y a le mariage in absentia. Donc Anton, il y a des trucs par rapport à organisation de soirée, mariage, etc. On joue assez vite, mais on passe quand même peut-être 4 ou 5 heures, je pense, dans Kniga en tout. Et Anton décide de ne pas rendre le sceptre herméneutique à l'académie, le sceptre qu'ils ont récupéré au Paymon. Et à Kniga, il décide de détruire le cristal. Choix comment dire, particulier, mais ils détruisent le cristal de Kniga, et alors qu'ils sont à Kniga, ils apprennent que le roi Estienne, qui avait pris la place de la reine Oriane qui était partie à l'est, le roi Estienne a été assassiné par une sorcière du Coest, grâce à ça ils le savent pas, mais grâce à l'assassinat du roi Estienne, Xa, la sorcière, a réussi à fabriquer l'anathème. Donc ça veut dire que Bonne Fortune, à partir de maintenant, est équipée d'une anathème, donc d'une arme qui peut tuer les dieux et potentiellement le dieu oublié. Ensuite, on arrive sur un peu la dernière partie. Ils décident d'aller visiter Coriolis, très rapidement, il n'y a pas tous les trucs des souterrains, je le fais pas. Ils arrivent très rapidement à Coriolis, et je me dis bon, le gros truc qu'il faut faire à Coriolis, c'est le combat contre le dragon. Ça, c'est important quand même. Et à Coriolis, Chandra tire un as de cœur. Et elle dit je veux faire un contrôle mental sur le dragon, et je dis je suis désolé, mais les dragons ils sont protégés par la magie, donc à moins que tu fasses une réussite critique, tu n'arriveras pas à contrôler ce dragon. Il faut que tu fasses entre 1 et 5, 0,1 et 0,5 sur un dessin. Et ces petits malins, depuis le Paymon, ils avaient gardé la bénédiction de loi sacrée, qui leur permet à tout moment de brûler cette bénédiction pour réussir un jet de dés en réussite critique. Et donc ils sont tous d'accord, ils se regardent et ils font bénédiction de loi sacrée, c'est parti. Et ils prennent le contrôle mental du dragon, ce qui va leur être très utile pour la fin de l'aventure. Et en même temps, ça va créer un final assez marrant. Mais donc à Coriolis, il y a un combat épique contre Xa et Bonne Fortune, qui au final arrive à s'enfuir. Ils arrivent à sauver le dieu oublié. Ils vont à Varna et à Osmanli. À Varna, ils rencontrent un petit-fils de Gersandre, Lucas Grec, qui est un mage du bouclier. Et là, ils ont un dragon, et ils ont le Shraou qui a été un peu amadoué par notre dresseuse en parlant aux animaux, etc. Donc ils ont un dragon Shraou, et ils se disent ok, on va survoler l'Osmanli. Et donc là, en fait, tous les trucs dans l'Osmanli, ils le jouent pas quasiment, parce qu'en fait, je leur décris tous les points d'intérêt, toutes les quêtes secondaires, tous les lieux, etc. Je leur décris un par un alors qu'ils le survolent, et je leur donne le choix de s'arrêter ou pas. Et donc en fait, principalement, ils vont s'arrêter à Imrali, à Dazil, pour avoir le visage du dieu ennemi. Ils vont pouvoir rencontrer Tamerlan, et je sais plus comment, mais ils arrivent à récupérer une potion de talent, de dimension alternative, un truc je crois que c'est en rencontrant Shazam. Et donc cette potion de talent de dimension alternative, je leur dis, le personnage qui boit ça, il peut refaire toutes ses stats. Et donc à un moment, avant la fin de la partie, Gersandre va décider de faire une potion de talent de dimension alternative pour avoir un peu, être moins herboriste et plus moine combattante, grand-mère moine combattante, on va dire. Donc c'est assez marrant. Et ils arrivent à récupérer un anathème. Donc je crois qu'à ce moment-là de l'aventure, ils ont 2 anathèmes, celui qu'ils ont récupéré sur Bonne Fortune, qui a dû l'abandonner, et l'anathème qu'ils ont pu fabriquer eux grâce à la dernière arme qu'ils trouvent à Imrali à Dazil. Donc ils ont 2 anathèmes, et donc grâce, en gros, il y a un peu le guerrier au bon cœur qui va pouvoir s'équiper d'un anathème, et potentiellement il y a cette grand-mère moine qui va pouvoir avoir un anathème aussi pour la fin du combat. Et donc ensuite il y a ce conseil de guerre très important, plus ils vont voir les dieux, ils vont rencontrer les dieux pour avoir une requête divine, et il va y avoir ce combat titanesque, un combat titanesque de fin de campagne. Un truc marrant, j'ai encore lié avec des petits-fils. Gersandre, elle se rend compte qu'elle a 2 petits-fils pendant la bataille qui s'affrontent. Donc il y a Biram qui est un voleur et un pirate de Sanakale qui est dans leur camp, et il y a Roland qui est un lieutenant du Khan, et elle arrive à s'approcher d'eux, elle se met en danger, mais elle arrive à faire en sorte qu'ils arrêtent de se battre, et qu'ils arrêtent de s'affronter, et elle les met de côté pour les sermonner. Donc c'est assez marrant, en pleine bataille, la grand-mère elle leur fait un sermon.
Il y a un combat titanesque, je fais des jets de dés, en fait, on additionne des points selon leurs alliés, ils vont parler à leurs alliés, ils ont des points, et après il y a des jets de dés pour savoir comment ça se passe, s'ils perdent des PNJ principaux, etc. Il y a un jet de dés qui se passe mal, le Shraou meurt dans la bataille, donc ça c'était assez triste, on a fait une petite, il y a une petite scène narrative où la dresseuse voit son Shraou mourir en pleine bataille, et il y a un duel final où ils arrivent à affronter 4 ennemis, alors qu'ils sont dans le palais du dieu ennemi en Osmanli, ils affrontent le dieu ennemi qui est un homme, du coup, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, qui a pas de pouvoir, vu qu'ils sont à cet endroit-là de la Terre, qui sont pas loin du temps de Sandly. Ils affrontent la reine Oriane, ils affrontent Nina Mondrian, qui est dans le camp des ennemis et qui a des potions d'Ingramus, ce qui peut être très dangereux, et ils affrontent le Khan d'Osmanli, qui est vraiment voilà, le combattant par excellence. Et il n'y a pas de mort, mais ça se passe de justesse. Il y a quelques derniers jets qui sont faits, voilà, qui permettent que tout se passe bien, mais je savais que c'était la fin de campagne, donc je leur ai pas épargné des jets difficiles et potentiellement des morts de PJ, mais ils s'en sortent très bien. Dernier jet de la campagne, en fait, je leur dis, votre dragon, vous avez réussi, donc ils ont toujours le dragon qui les a aidés, qui leur a apporté beaucoup de points dans cette bataille, et je leur dis, ce dragon, vous l'avez contrôlé mentalement, mais ça avait une durée, et au bout de quelques semaines, le sort finit par se briser, et le dragon, il reprend conscience, et est-ce qu'il va comprendre qu'il a été entourloupé grâce à cet as de cœur et cette bénédiction de la loi sacrée? Je vais dire à Chandra Chandor, tu dois faire un jet, tu dois faire 90 ou moins, c'est-à-dire tu dois pas faire un échec critique pour que ça se passe bien et qu'il soit pas en colère. Et elle fait le dernier jet de la campagne, et elle fait 100, et du coup, je dis que le dragon, il rentre dans une rage folle, qui veut ravager le continent, et je leur explique, en fait, je leur fais un peu euh, un foreshadowing, on va dire, du tribunal des dragons. Je leur dis que ce dragon-là, il veut ravager le continent, et que petit à petit, ça va créer un peu de problèmes entre les races humaines et ou le peuple humain, les peuples de la Terre et les dragons, et que ça va créer toute l'aventure du tribunal des dragons. Et je leur pitch un peu le tribunal des dragons, même si on est tous d'accord pour dire qu'on ne jouera sûrement pas la campagne du tribunal des dragons, mais ça reste à voir, mais ça m'étonnerait. Et donc, on fait un épilogue de fin. Durant cet épilogue de fin, il y a un peu tous les PNJ principaux qui se retrouvent, on fait un peu une grande fête, on prend le temps de RP un peu, et il y a notamment Gersand qui retrouve sa dernière petite fille, Judith la danseuse, parce qu'il y a les pirates, donc on retrouve Sacre, on retrouve Kaina, et je leur laisse un peu de temps pour voilà, reparler avec des PNJ, et pour dire aussi qu'est-ce que votre personnage joueur devient. Donc ça, je l'ai toujours dans un carnet, mais je peux vous dire. Donc par exemple, Equilia, qui était l'héritière des Santa Sofia, elle dit qu'elle devient l'archiprêtre d'Edo. Edo, c'était sa corneille, et donc en fait, sa corneille devient un peu une divinité mineure. Et donc elle devient archiprêtre d'Edo, et elle devient aussi ambassadrice de la reine Julia auprès de la République des animaux, qui a été créée par Vladimir. Et elle donne aussi des conseils à Varna, elle a une maison de vacances à Varna, et elle se dit qu'elle va se laisser du temps pour faire plein de descendants de Santa Sofia, pour si jamais les Tulpas revenaient. Gersand, elle décide de créer une académie qu'elle appelle la Gracadémie, pour apprendre à soigner et à se battre. Donc c'est un peu une moine soigneuse, on va dire. Elle s'installe à Varna, dans la maison d'Equilia, et en fait elle s'occupe de la maison de vacances d'Equilia, elle garde contact avec ses petits-enfants, et elle crée cette académie qui va être une académie de moines soigneurs. Beltor, donc le combattant qui avait remplacé Sacre après les aventures d'Esperanza, il devient commandant de la garde royale de Julia, qui Julia devient la reine des rois, bien sûr. Et il reforge l'épée de la vérité qui était brisée, l'épée de la vérité qui s'avait retrouvée sur le cadavre du roi des rois, et il décide de se marier avec Délicieuse, donc Délicieuse qui est la sœur de Gourmandise. Donc ça, c'est Délicieuse, il n'avait pas beaucoup... ils n'avaient pas beaucoup RP avec Délicieuse, mais il la rencontre rapidement à Varna, et le joueur de Beltor décide de dire pendant des mois et des mois, il reste à Varna, et donc il finit par voilà, bien s'entendre avec Délicieuse, et au bout de mois et d'années, il se marie avec Délicieuse. Et Anton, l'alchimiste, quant à lui, il est coupable à Kniga, vu qu'il n'a pas rendu le sceptre, etc. Il se sent coupable auprès de Kniga parce qu'il a cassé le cristal, et donc il décide d'aider Kniga à se relever et à devenir plus ouvert au monde. Il ouvre des boutiques alchimiques orientées soins et utilitaires, donc pas les trucs dangereux, et il crée une notion de permis pour le droit de créer et de posséder des potions dangereuses. C'est assez intéressant. Et il décide de créer une bourse qui s'appelle la bourse Von Niklas, qui est une bourse d'études à l'étranger.
et il se marie avec un PNJ. Alors là, je vous avoue, je me rappelle plus, c'est Sophie. Je crois que c'était un PNJ mineur que j'avais créé, qui est un PNJ Knigian, il me semble. Et pour Chandra Chandor, elle retrouve Mélanda et elle retrouve Void, donc sa maîtresse et amante et son ancien maître. Et elle dit que elle, son rôle, c'est de s'assurer que le dragon ne ruine pas l'humanité. Donc en fait, elle va vraiment essayer de s'occuper de la cause des dragons. Donc potentiellement, si jamais un jour je faisais jouer le tribunal des dragons, Chandra Chandor, ce serait potentiellement un PNJ important du tribunal des dragons dans ma campagne. Et elle décide de recréer les mages de la nuit. Elle décide d'apprendre d'autres magies et elle fait éclore l'œuf de Vouivre pour pouvoir avoir une Vouivre en compagnon. Et elle se considère comme la grand-mère des enfants d'Equilia aussi. Donc tous les enfants qu'Equilia va faire, Chandra sera un peu là pour les marrainer. Et potentiellement la Vouivre qu'elle fait éclore, pardon, alors c'est pas sa compagne de route, la Vouivre, elle veut que ça devienne la compagne de la Reine des Rois. Donc en fait, elle fait éclore la Vouivre et elle la donne en cadeau à Julia, la Reine des Rois. Et un perso que Sacre avait. Sacre et Kaina, donc Sacre qui était un perso, il avait une petite, il avait Louisa qui était à la base dans des petites poules, du gang des petites poules, qui va finir par devenir le Corbeau Noir. Et Sacre et Kaina, ils arrêtent d'être pirates et ils deviennent des explorateurs et ils vont découvrir d'autres mondes. Donc potentiellement, ils voyagent partout, ils vont en Amasia, etc. Et donc Sacre et Kaina, ça pourrait être des PJ aussi si je fais le Tribunal des Dragons ou d'autres campagnes. Et bah Sacre, Kaina, Chandra, ce seraient des PNJ importants dans mes campagnes futures d'Aria, on va dire. Voilà, donc c'est assez intéressant, je trouve, de laisser le temps aux joueurs, de leur dire voilà, qu'est-ce qui va se passer dans les 10, 20, 30 prochaines années de vos PJ, qu'est-ce qu'ils deviennent. Parce que même si on rejouait dans l'univers d'Aria, mes joueurs, si c'était les mêmes joueurs, décideraient sûrement de créer des nouveaux personnages. Et donc je préfère savoir ce que ces PJ deviennent pour potentiellement pouvoir les réutiliser en PNJ. Je trouve ça intéressant. Et tout ça, j'ai pris des notes, j'ai un petit carnet, donc je sais que je peux le ressortir, même si c'est dans 5 ans ou dans 10 ans, c'est pas perdu. Voilà. Et donc en conclusion, c'est une campagne qui aura eu des hauts et des bas, vous l'avez vu. C'était vraiment pas simple. C'était une des premières grosses campagnes vraiment que j'avais l'occasion de faire jouer, une campagne du commerce que j'avais l'occasion de faire jouer. Et une première campagne où je me dis je vais la mener à bien. C'est-à-dire que j'ai déjà eu des campagnes ou des groupes d'aventuriers qui ont duré longtemps, mais pas avec une trame autant ficelée et pas avec une finalité vraiment définie. Donc j'ai appris beaucoup, je pense, en faisant jouer cette campagne. C'est assez intéressant en termes d'adaptation, d'arriver à s'éloigner de la campagne écrite. Je pense que ça m'a apporté pas mal de choses. Et surtout la fin, la pression de finir toute la seconde moitié, parce qu'en gros je pense que j'avais quasiment la moitié du contenu des livres qui n'était pas encore utilisé quand on s'est dit en décembre 2022 on veut finir en mars 2023, et finir tout ça en 20-25 heures, ça a été un challenge intéressant. En gros ce qu'on a fait en décembre, c'est qu'on s'est dit, il y en avait qui voulaient arrêter, il y en a qui voulaient voir la fin, et on s'est dit ok, dans l'ensemble, jusqu'à quand est-ce que vous êtes ok pour finir? Et on s'est tous dit ok, mi-mars, fin mars au max. Et donc à partir de là, en décembre, on s'est dit d'accord, quel week-end on peut bloquer. Donc on a bloqué des week-ends en janvier. Alors en février, j'avais des déplacements pro, mais on n'a pas pu bloquer beaucoup de temps. Mais donc janvier et mars, on a bloqué des week-ends. En fait, on a fini, je crois on a fini le 5 ou le 10 mars, un truc comme ça. Et donc sur ces week-ends, on a bloqué. Je leur ai dit très bien, sur ces week-ends-là, ce serait bien qu'on arrive à jouer 4-5 heures. Je ne sais plus combien c'était, mais on avait réussi à bloquer 4 ou 5 journées. Et j'avais dit 3-4 heures par jour, quelque chose comme ça. Et au global, ça me faisait 21 ou 22 heures de budget, on va dire. Et donc j'ai repris tout ce qui restait d'intrigue, tout ce qui restait de PNJ, tout ce qui restait de lieu. J'ai tout noté sur une feuille et j'ai dit j'ai 21 heures, qu'est-ce qui est important, combien de temps j'alloue à chaque truc. Et c'est pour ça par exemple que le Paymon, j'avais laissé 45 minutes ou 1 heure dans mon budget parce que je ne pouvais pas me permettre de passer 4 heures sur le Paymon si je voulais qu'on ait fini mi-mars. Et mon objectif, moi, en tant que meneur de jeu, c'était vraiment de m'assurer, c'était l'engagement auprès de mes joueurs, c'était de m'assurer que pour convenir à certains des joueurs, on est terminé début ou milieu mars parce que ils en avaient un peu marre de cette campagne et de ces personnages-là. Ça s'était essoufflé, c'était plus que marre, c'était un essoufflement et une envie de faire d'autres jeux. Et je m'étais engagé auprès d'autres joueurs de ce groupe d'arriver à une fin intéressante où on a pu raconter l'histoire complète de ces personnages. Donc il fallait que j'arrive à
mêler les deux. Et donc j'ai fait vraiment cette feuille où je me disais, ok, bah cet événement-là, je peux me permettre d'avoir une demi-heure, cet événement-là, je peux me permettre d'avoir une heure. Kniga, c'est hyper important, il y a des trucs chouettes, je veux me permettre de me débloquer 4 heures pour Kniga. Et j'ai listé ça comme ça. Et après chaque partie, on jouait 3-4 heures, je notais le nombre d'heures qu'on avait joué. Et je déduisais ça et je me disais, ok, qu'est-ce qui me reste maintenant? Et je faisais un rétro-planning, on va dire. Et donc, c'était hyper intéressant. Vraiment, cette partie-là, c'est 20-25 heures à la fin. C'était challengeant, mais c'était vraiment intéressant à mettre en place. Et j'ai l'impression que c'était plutôt réussi parce que les joueurs et les joueuses se sont bien amusés jusqu'à la fin. Et on a pu raconter une histoire jusqu'à la fin, et ça c'est quand même plus agréable que de laisser la campagne retomber et s'essouffler. Donc c'était vraiment une bonne expérience au total, et c'était intéressant d'avoir certaines parties de la campagne en gestion très narrative, comme le Paymon, la bataille finale, où en fait je vais pas dire gagner, mais on économise énormément de temps. Ça a peu d'importance quand on n'a pas de deadline, mais là je voulais vraiment finir en un certain nombre d'heures. Donc passer en mode narratif, c'était intéressant, ça a apporté d'autres façons de faire du JDR autour de notre table habituelle. C'était une bonne expérience, c'est pas un truc qu'on refera souvent, je pense, mais voilà, globalement, un bon retour, une bonne campagne, je vous la conseille. Je vous conseille quand même de la lire avec des pincettes et de prendre du recul et de ne pas hésiter à adapter énormément de choses. Et mon conseil derrière tout ça, c'est surtout de s'adapter aux événements de la vie, de savoir rebondir et d'essayer de faire l'effort de trouver une entente entre tout le monde pour arriver à faire quelque chose qui convienne à tout le monde. Et il faut, pour moi, réussir à mettre un point final aux choses. Il y a une ou deux campagnes que j'ai mis en pause et que j'ai jamais terminé. Et ben encore aujourd'hui, j'ai un peu un goût d'inachevé, alors que cette campagne-là, qui a beau pas avoir été parfaite, et il a fallu qu'on termine énormément de choses plus vite que prévu, et ben j'en ai un souvenir très agréable parce qu'on a pu mettre un point final tous ensemble, on a pu prendre le temps de raconter la fin de l'histoire tous ensemble, et je pense que c'est ça le principal. C'est voilà, dans une campagne, ce qui est important, c'est aussi d'aller au bout et de savoir qu'on écrit fin à la fin du bouquin et qu'on sait ce qui s'est passé, et c'est les bons souvenirs qu'on garde comme ça, c'est pas un peu cet essoufflement de fin. Voilà, j'espère que vous êtes toujours là. Pour ceux qui sont toujours là, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à me parler d'Aria ou de vos campagnes. J'aimerais bien avoir vos retours d'expérience sur vos campagnes qui se sont peut-être essoufflées, ou vos techniques pour mener à bien des campagnes assez longues. Et si vous avez des questions sur cette campagne, sur Aria, sur comment j'ai géré le système ou la création de perso, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter en commentaire sur YouTube ou sur Discord. Je suis assez actif sur pas mal de serveurs Discord. Vous pouvez mettre un j'aime si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement aimé cette vidéo, un petit commentaire pour le référencement, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à très vite. Je vous souhaite bon jeu et une bonne année 2024. Ciao.